J'ai rencontré Klaus Barbie à l'hôtel Berlin de La Paz. Dans un coin, il y avait une table où se retrouvaient tous les anciens présidents boliviens. À une autre table, il y avait des hommes d'affaires juifs. Ils étaient tous dans la même pièce. Et Klaus Barbie avait également sa table, avec des gens de droite, d'anciens nazis, etc. Klaus Barbie était un national-socialiste convaincu. Dans son bureau, il y avait un portrait d'Hitler. L'organisation Les Fiancés de la Mort, c'est Barbie qui l'a créée. Elle regroupait des criminels originaires d'Italie et d'Allemagne. Et leur quartier général était à Santa Cruz. Barbie était en contact avec le plus grand narcotrafiquant de Bolivie. Je ne me souviens plus de son nom. Il lui fournissait des armes et en échange, il recevait de la drogue, que l'organisation revendait ensuite. Ils s'appelaient les Fiancés de la Mort parce qu'ils commettaient des assassinats commandités par Barbie en personne. Après son arrestation, le nom de Klaus Altmann Barbie était à la une des journaux. C'est là que j'ai appris qu'il s'agissait de Klaus Barbie. Je n'ai jamais pu me remettre du choc. L'homme avec qui j'avais partagé tant de bons moments pendant 3 ans était en fait le boucher de Lyon. J'ai cru que j'allais avoir une attaque. C'était horrible. Klaus Barbie, s'il est connu en France, c'est en raison aujourd'hui je parle, c'est en raison des 2 crimes principaux qu'il a commis, d'une part contre les résistants et torturé à mort Jean Moulin, qui est ensuite mort pendant son trajet entre Paris et l'Allemagne. Jean Moulin est la victime la plus célèbre de Klaus Barbie. C'est un acte de trahison qui a livré le résistant au boucher de Lyon. Jean Moulin meurt le 8 juillet 1943 des suites de la torture. Le second crime qui lui a été reproché, c'est l'arrestation de 44 enfants juifs à Isieux, à environ 80 km de Lyon, et leur envoi à Drancy pour être déportés. La colonie des enfants d'Isieux, située sur les contreforts du Jura, devient en France le symbole de la politique d'extermination inhumaine des nazis. Le 6 avril 1944, la Gestapo rafle 44 enfants et leurs 7 éducateurs réfugiés à Isieux. Ils seront tous déportés à Auschwitz. Seule une éducatrice survivra. Le télégramme qui ordonne la déportation des enfants d'Isieux est signé Barbie, lieutenant SS. Le 11 novembre 1942, Lyon, la plus grande ville de la France libre, est alors occupée par la Wehrmacht. Dès l'entrée des troupes allemandes, Klaus Barbie prend ses fonctions de chef de la police secrète. Sa mission principale ? Le démantèlement de tous les réseaux de résistance français. Une baignoire dans laquelle Barbie et ses sbires torturent leurs victimes devient le symbole de la terreur. Des milliers de personnes sont incarcérées et sauvagement torturées dans la prison Montluc et au QG de la Gestapo. Beaucoup d'entre eux trouveront la mort.
L'été 1944, quand les Alliés libèrent Lyon de l'occupation nazie, le chef de la Gestapo, Klaus Barbie, a pris la fuite. Alors que ces actes monstrueux ont coûté la vie à des milliers de victimes, c'est son propre avenir qui le préoccupe. Presque 40 ans plus tard, le tortionnaire écrit dans sa cellule, sans regret, à propos de la vie qu'il quitte et du destin qu'il doit alors réinventer. L'histoire du monde s'était arrêtée pour moi. Mon seul objectif était de me rendre à Kassel, puis de rejoindre ma famille. Je n'avais aucune idée de l'avenir, et surtout pas du mien. L'Allemagne avait perdu la guerre. Il s'agissait maintenant d'avoir la vie sauve, et j'étais optimiste. Klaus Barbie se réfugie à Marbourg. Très vite, dans l'Allemagne vaincue, se crée un réseau clandestin d'anciens nazis. En février 1947, je me suis retrouvé au sein d'une organisation totalement illégale. En d'autres mots, j'essayais de survivre. Il s'agissait d'acheter et de vendre des cigarettes au marché noir, de se procurer du beurre dans les fermes, de distribuer des cartes de rationnement contrefaites à nos familles et de chercher à entrer en contact avec des amis qui vivaient eux aussi dans la clandestinité. Notre organisation s'appelait l'Aide Brune, un nom calqué sur l'Aide Rouge des communistes. Augsbourg, 1948. La ville du district de Swab est alors le siège du gouvernement américain et du CIC, les services secrets de l'armée américaine. Dans le contexte de la guerre froide, les Américains recherchent des hommes d'expérience pour lutter contre le communisme. Des hommes comme Klaus Barbie. Comme d'autres nazis, il trouve un refuge et un nouvel emploi auprès des services secrets américains. La première question qui se pose, c'est pourquoi les Américains ont-ils recruté des criminels de guerre? Eh bien, c'est qu'ils étaient sûrs d'avoir affaire à des anticommunistes convaincus. Klaus Barbie s'est vanté de ses réseaux d'information pendant le nazisme. Le SS Klaus Barbie figure depuis longtemps sur la liste des criminels de guerre recherchés par la France. Les Américains le savent, mais n'y accordent aucun intérêt. La puissance américaine était très grande et que Klaus Barbie travaillait pour les services spéciaux. Apparemment, il a interrogé les gens qui revenaient de l'Est et il est possible qu'il se soit aussi rendu dans la partie orientale de l'Allemagne pour pouvoir contacter des gens. C'était la guerre froide. Les dossiers des services secrets du CIC révèlent de quelle manière Klaus Barbie construit un réseau de lutte anticommuniste pour le compte des Américains. Il est secondé par la Gestapo et ses anciens camarades du service de renseignement nazi. Klaus Barbie est chargé de fournir des renseignements sur les communistes d'Allemagne de l'Ouest et de la zone d'occupation soviétique. Mais en 1951, les Américains commencent à trouver son passé de criminel de guerre encombrant. Entre autres parce que la France exige son extradition. Le CIC veut alors se débarrasser de son agent de renseignement. Mais les Américains avaient compris qu'ils ne pourraient pas congédier facilement un personnage qui en savait autant sur le fonctionnement des services secrets du CIC et qui avait, qui plus est, des relations avec de nombreuses personnalités haut placées. Par conséquent, il était clair pour les États-Unis qu'ils allaient devoir s'occuper à vie de Klaus Barbie. Le départ de Barbie pour la Bolivie a été rendu possible grâce aux services secrets américains. Klaus Barbie est l'un des derniers grands criminels de guerre à emprunter l'itinéraire clandestin surnommé la route des rats, à travers les Alpes jusqu'à Gênes. Avant lui, des milliers de nazis ont déjà suivi ce chemin pour fuir les conséquences de leurs crimes. Avec l'aide des États-Unis, du Vatican et de la Croix-Rouge, Klaus Barbie s'enfuit en 1951 avec sa famille à bord du Corrientes, sous l'identité de Klaus Altmann.
Direction l'Amérique du Sud. Klaus Barbie n'a qu'un objectif en tête, se cacher au bout du monde, en Bolivie. Le criminel de guerre voit son voyage vers les Andes comme une aventure. Il veut laisser derrière lui ce que personne ne peut oublier, ni lui pardonner. En arrivant en Bolivie, Klaus Barbie retrouve un climat de violence et d'émeutes révolutionnaires qui lui rappelle l'Allemagne fasciste. Mais dans un premier temps, Klaus Barbie, alias Altman, disparaît complètement de la vie publique. Il trouve un emploi d'administrateur dans une scierie des Yungas, à 3 heures de route au nord-est de La Paz. Les Yungas sont alors une importante région d'exploitation forestière en Bolivie. Une fois de plus, Klaus Barbie trouve refuge et revenu par l'intermédiaire d'un ancien camarade de guerre. Klaus Altman travaillait comme administrateur dans la scierie dont mon père était actionnaire. J'ai entendu dire qu'Altman avait obtenu ce poste grâce à un homme qui a également joué un rôle important dans toute cette histoire. Si mes souvenirs sont bons, il s'appelait Hans Hertel. Hans Hertel, alpiniste et caméraman, a tourné quelques-uns des films majeurs de la propagande nazie avec la réalisatrice Leni Riefenstahl. Lui aussi a quitté l'Allemagne pour la Bolivie. Son ami, le boucher de Lyon, aime cultiver son image de grand ami des enfants. C'était un homme très avenant, qui aimait beaucoup les enfants. En tout cas, il était très gentil avec moi. Je me souviens notamment d'un jour où il a demandé à mon père s'il pouvait m'emmener un petit moment. On est allé dans le quartier jusqu'à un magasin de confiserie et il m'a acheté des sucettes et des bonbons. Mais au bout de quelques années, Klaus Barbie trouve le temps long dans la forêt tropicale. Il veut retrouver de l'influence, du pouvoir, et commencer une nouvelle vie à La Paz, la capitale administrative du pays. Dans cette perspective, il a d'ores et déjà tissé un réseau de relations économiques, politiques et militaires. Les services secrets occidentaux n'ont jamais perdu de vue Klaus Barbie, alias Altman. En Bolivie, alors que les forces de gauche gagnent en influence, c'est un général de droite, René Barrientos, qui prend le pouvoir en 1964, après un putsch sanglant, avec le soutien des États-Unis. Barrientos engage Klaus Barbie, un homme qui a déjà démontré qu'il savait réprimer les soulèvements et briser l'opposition par la violence. Ces méthodes héritées de la Gestapo ont fait leurs preuves et sont très demandées. Dans un pays très instable, il agissait comme un facteur de stabilité. Il défendait toujours la droite militaire, quel que soit le régime. Pour ça, on pouvait lui faire confiance. Il était là quand il fallait écraser l'opposition. Avec lui, les États-Unis savaient que la Bolivie ne tomberait pas aux mains des communistes. En Amérique du Sud, le spectre du communisme a un visage, celui d'Ernesto Che Guevara. Lorsque Che Guevara veut exporter la révolution de Cuba vers d'autres pays, il choisit la Bolivie comme théâtre du prochain affrontement avec l'impérialisme américain. La Bolivie, dont le gouvernement est conseillé par un anticommuniste fanatique et chasseur d'hommes passionné, Klaus Barbie.
la traque de Che Guevara devient l'une des principales missions de la CIA et des forces spéciales américaines qui opèrent ouvertement en Bolivie et soutiennent l'armée bolivienne. Mais dans l'ombre, c'est le stratège Klaus Barbie qui tire les ficelles. Il était présent dans la zone de la guérilla. Il n'a pas personnellement participé à sa traque, mais il conseillait les militaires. Début octobre 1967, Che Guevara et ses derniers compagnons de lutte, exténués, sont arrêtés dans la jungle. L'icône de la révolution est assassinée sur ordre de la CIA, et son corps sans vie est exposé aux yeux de tous. Les États-Unis triomphent. Personne ne saura rien du rôle de Klaus Barbie. Au milieu des années 60, le BND, les services secrets allemands, veut également infiltrer l'Amérique du Sud. Il se voit suggérer un collaborateur de taille, Klaus Barbie, alias Altman. Le BND le recrute immédiatement. Klaus Barbie a été engagé parce qu'il avait des contacts en Amérique latine et qu'il pouvait servir d'informateur au BND. À l'époque, on n'a de toute évidence pas tenu compte du fait que c'était un nazi, un ancien SS, poursuivi par la justice pour avoir commis des actes d'une extrême gravité sous le régime national-socialiste. Et les officiers à la tête du BND décrivent leur nouvel agent de renseignement comme intelligent, capable de s'adapter, discret et fiable. L'ancien lieutenant SS opère sous le nom d'emprunt Adler, Aigle. Il y avait très certainement au sein du BND des groupes d'anciens SS, des gens d'extrême droite, pour lesquels Klaus Barbie était un grand homme. Et ces cercles en République fédérale allemande avaient les mêmes intérêts que les États-Unis, empêcher que des gouvernements de gauche prennent le pouvoir en Amérique latine. Le BND n'a qu'un mot d'ordre, le seul en vigueur à l'époque, l'anticommunisme inconditionnel. Les questions morales sont écartées, non seulement en ce qui concerne le passé de certains collaborateurs, mais également en ce qui concerne la fourniture d'armes, légalement interdite à des régions en crise. À l'époque, le gouvernement fédéral envisageait de vendre des armes dans des zones de tension. Il se trouvait en situation de concurrence avec les fournisseurs de l'Est. La RDA a elle aussi livré des armes dans des zones de conflit. Et l'URSS en faisait autant. Or, la République fédérale et son service de renseignement ne voulaient pas être en reste. Il s'agissait de défendre ses intérêts. La société Merex, implantée à Bonn, vend des armes pour le compte du BND et du gouvernement fédéral. Merex est représenté en Bolivie par Klaus Altman et par d'autres anciens nazis au Pérou, en Argentine et en Équateur. Walter Rauff, l'inventeur des chambres à gaz mobiles destinées à l'extermination des Juifs, fait lui aussi partie du réseau, au Chili. Comme il travaillait pour nos services, il bénéficiait d'une certaine protection. Par exemple, Walter Rauff m'a confié que lorsqu'une information judiciaire avait été ouverte contre lui à Hanovre, au sujet des chambres à gaz mobiles, le service des renseignements allemands lui avait remis 20 000 marks en disant « Vous allez vous taire, monsieur Rauff. Vous ne direz pas que vous avez travaillé pour nous pendant toutes ces années. » Le BND apprécie tant son agent Klaus Barbie qu'en 1966, il est question de le faire venir en Allemagne pour suivre une formation.
Ces gens sont restés en poste sur de longues périodes. On peut donc en déduire qu'on était satisfait de leur travail. Ils disposaient de relations avec des personnes qui gouvernaient différents pays d'Amérique latine et du Proche et Moyen-Orient. La collaboration avec eux était une affaire très intéressante. Ce n'est que lorsque Klaus Barbie signale à son responsable qu'il fait l'objet d'une procédure judiciaire pour crime de guerre que le BND préfère interrompre sa collaboration avec l'agent Adler. Lors d'une rencontre à Madrid, l'agent de liaison du BND apprend de Klaus Barbie lui-même des détails sur son passé nazi, mais il n'entreprend absolument rien. Klaus Barbie obtient 1000 marks d'indemnité de départ. Mais il continue à faire des affaires avec le BND. Le BND ne voulait pas prendre le risque de garder parmi ses proches collaborateurs un ancien SS accusé d'avoir commis des pires crimes. En revanche, le service de renseignement a accepté de continuer à travailler avec Klaus Barbie de manière indirecte. C'est ainsi qu'il a été placé chez le marchand d'armes Merex, ce qui revenait à servir directement les intérêts du BND. C'est grâce à la marine bolivienne basée sur le lac Titicaca, le lac le plus haut du monde, que Barbie reprend son activité. L'État andin n'a pas d'accès direct à la mer, mais pour que le drapeau bolivien puisse flotter sur les océans, on crée la compagnie maritime Transmaritima Boliviana. Klaus Barbie en est actionnaire et sera son premier directeur. Mais au début des années 70, il mène également des activités à Lima, la capitale péruvienne où il s'installe. Klaus Barbie retrouve Friedrich Schwend, ancien agent du service de renseignement nazi. Il s'associe dans le trafic d'armes, mais plus largement dans tout domaine qui peut rapporter de l'argent, des matières premières aux devises. Les deux hommes bénéficient du soutien d'un jeune commerçant, John Schneider-Merck. Ni Schwend ni Barbie n'étaient de vrais négociants. C'étaient des bandits très malins, qui profitaient autant qu'ils pouvaient et qui avaient des relations. Mais en réalité, c'étaient des voleurs. Ils se servaient et disparaissaient aussitôt après. Les opérations de devises que j'organisais auraient pu fonctionner encore pendant des années. Mais leur technique à eux était l'extorsion et le chantage. C'étaient des psychopathes. Barbie surtout était complètement fou. 25 ans après la guerre, Klaus Barbie se croit hors d'atteinte et ne fait plus mystère de ses opinions. Barbie était resté fidèle au Führer. J'ai pu le constater après un réveillon de Nouvel An chez Friedrich Schwend. Nous étions à table, de bonne humeur, et j'ai simplement fait remarquer qu'Hitler avait exploité l'idéalisme de la jeunesse allemande entre 1933 et 1945. Barbie s'est levé, rouge de colère, en hurlant « En ma présence, personne ne critique le Führer !» Mot pour mot. J'ai éclaté de rire. Nous avions tous un peu bu. J'ai cru qu'il plaisantait, qu'il disait quelque chose que tous les Allemands devaient connaître par cœur. Et puis j'ai compris qu'il était sérieux et très en colère. En 1971, un nouveau putsch militaire a lieu en Bolivie. Hugo Banzer, un officier aux origines allemandes, ancien ministre et attaché militaire à Washington, prend le pouvoir lors d'un coup d'État sanglant à La Paz. Concurrents et opposants politiques sont assassinés ou disparaissent dans des camps. En Bolivie s'ouvre une période de grande violence. Pendant 8 ans de dictature, Hugo Banzer persécute l'opposition, interdit les syndicats et fait même assassiner l'un de ses ministres. Il trouve en Klaus Barbie
un soutien fidèle. Hugo Banzer aime qu'on lui rende hommage sur les rives du lac Titicaca. Klaus Barbie peut compter sur lui pour protéger les intérêts de la Transmaritima Boliviana. Cette proximité lui sera fatale. En 1970, le président de Transmaritima Boliviana a donné une conférence de presse pour expliquer à l'opinion publique les missions de la compagnie. Des photos ont été prises à mon insu. Quelque temps plus tard, j'ai été reconnu sur l'une de ces photos qui ont fait le tour du monde. Grâce à ces images, Beate et Serge Klarsfeld, qui traquent des criminels nazis depuis de longues années, parviennent à localiser Klaus Barbie. Beate Klarsfeld se rend immédiatement à Lima. Quand je suis arrivée, il avait déjà fui en Bolivie. Mes documents étaient fiables à 100%. Son identité ne faisait pas de doute. Et quand il est arrivé à La Paz, la presse a révélé que Altman était Klaus Barbie. La campagne lancée par Beate Klarsfeld à Lima est reprise par les journaux dans le monde entier. Cette perte d'anonymat aura des conséquences immédiates pour Barbie. Les jours suivants ont été un enfer pour moi et ma famille. On aurait cru qu'Adolf Hitler lui-même avait refait surface. La presse, la radio, la télévision assiégeaient mon domicile jour et nuit. Lorsque la France adresse une demande d'extradition au Pérou, il est trop tard. Klaus Barbie a pris la fuite. À bord de sa voiture, escorté par 2 policiers péruviens, il se dirige vers la frontière bolivienne. Quand les soldats le reconnaissent à la douane de Desaguadero, ils l'accueillent comme un fils prodigue. L'armée bolivienne envoie même un commando de 15 militaires pour l'accueillir. La dernière étape de Klaus Barbie le ramène auprès de son protecteur, Hugo Banzer. Pendant les 2 années qui suivent, il est accompagné en permanence d'au moins 2 gardes du corps lors de ses déplacements en public. Mais la France adresse également une demande d'extradition à la Bolivie. Klaus Barbie passera donc quelques mois dans la prison de San Pedro à La Paz. Mais le président bolivien intervient et fait en sorte que la Cour suprême refuse l'extradition. Lorsque l'épouse de Klaus Barbie tombe malade, il s'installe provisoirement à Cochabamba, où le climat est plus doux. Là aussi, il sait se rendre indispensable. Il emménage dans une propriété moderne qu'il finit par acheter. Il se fait une réputation dans la ville, notamment au sein de la colonie allemande. Les invitations aux soirées des Altman sont des rendez-vous incontournables de la vie locale, surtout pour les nouveaux arrivants. Le nom de Klaus Altman ne me disait rien du tout. J'avais reçu une invitation adressée aux Allemands pour une soirée allemande. Ma première réaction était de dire « Je ne connais pas ces gens, je n'y vais pas ». Quand j'en ai parlé à un collègue coopérant, il m'a dit « Tu dois absolument y aller, sinon tu vas éveiller des soupçons. Ce Klaus Altman est un nazi, un individu extrêmement dangereux qui se cache ici sous une fausse identité. » Dans la maison Altman, la jeune coopérante subit un interrogatoire très gênant. Il voulait tout savoir sur mes opinions politiques et mes relations en Bolivie. J'étais très mal à l'aise.
inquiète. Je ne savais pas quoi penser de la situation. J'avais été mise en garde par mon collègue, mais en voyant ce regard glacial, j'étais persuadée que j'avais en face de moi un homme très dangereux. Je suis restée sur mes gardes. Quelque temps plus tard, la jeune femme participe à une conversation politique avec d'autres Allemands, avec des conséquences surprenantes. Un jour, en sortant de chez moi, j'ai vu un homme posté devant ma maison. Cet homme s'est mis à me suivre partout et à m'observer en permanence. Cette situation a duré 2 ou 3 semaines. Il ne me quittait pas d'une semelle et ne faisait aucun effort pour se cacher. Il m'a fait comprendre que j'étais sous surveillance permanente. C'était évidemment une manœuvre d'intimidation. À la fin des années 1970, quand Klaus Barbie retourne à La Paz, il est à l'apogée de son pouvoir. À ses côtés, Álvaro de Castro, un homme d'affaires qui dispose d'excellents contacts auprès des services secrets et de l'armée. Il devient le garde du corps, le secrétaire et l'ami de Klaus Barbie. Álvaro de Castro est lui aussi un homme de l'ombre, spécialisé dans le travail en coulisses. Les deux hommes se complètent parfaitement. Klaus Barbie faisait tout pour que personne ne le reconnaisse. Il travaillait toujours dans l'ombre. Il cherchait à tout prix à rester invisible. Il m'arrivait de le remplacer, d'écrire des rapports et d'avoir des entretiens à sa place. Mais j'essayais moi aussi d'être le plus discret possible. Le café La Paz est leur lieu de rendez-vous préféré. On les reconnaît, mais personne ne les regarde. Cependant, quand on veut trouver Klaus Barbie, on y parvient. Comme Gerd Heidemann, reporter du journal allemand Stern. Nous étions dans un café en bordure de ville, et à une table, tout près de nous, il y avait quelques jeunes officiers en uniforme. L'un d'eux est venu s'asseoir avec nous, puis il nous a amené Klaus Barbie. Plus tard, Barbie m'a dit « Ils sont en train de préparer un putsch. Ils veulent renverser le président et placer le général Mesa au pouvoir. » Quelques semaines plus tard, de retour en Allemagne, j'ai entendu que le coup d'État avait réussi. Mais évidemment, le nom de Klaus Barbie ne figurait nulle part. Avec le coup d'État militaire du général Garcia Meza, le 17 juin, une campagne diffamatoire d'un acharnement inimaginable a démarré à mon encontre. Comme pour Hugo Banzer à l'époque. Ces articles me désignaient tout simplement comme l'instigateur et le commanditaire du putsch militaire du 17 juillet 1980. Je ne prendrai pas position dans cette affaire. J'avais déjà annoncé que du début de l'année 1980 jusqu'au décès de mon épouse, j'ai été de médecin en hôpital, de laboratoire en pharmacie. En réalité, le général Garcia Meza et le lieutenant-colonel Arce Gomez, les hommes forts de l'armée, ont besoin de l'aide de Klaus Barbie pour réaliser leur putsch. Ce dernier accepte sans hésitation et signe une déclaration de loyauté et d'engagement. On s'est rendus tous les deux à l'état-major pour rencontrer Arce Gomez. Ce dernier lui a dit « Don Klaus, parlez-moi du rôle que vous avez joué pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant que militaire, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. » Ensuite, il lui a demandé s'il serait prêt à collaborer avec lui, parce qu'il avait besoin de son aide. Barbie a répondu « Pourquoi pas ?» Arce Gomez a appelé sa secrétaire. Il a alors promis à Barbie le grade de colonel, à titre honorifique. C'était le 12 février 1980. C'est le plus haut rang militaire que la Bolivie puisse attribuer à un étranger. Une distinction dont Klaus Barbie saura se montrer digne.
Puis Klaus Barbie se lance dans une nouvelle activité, le trafic de drogue. En Bolivie, la plantation et la mastication des feuilles de coca est une tradition séculaire. Chaque année, plusieurs tonnes de coca sont cultivées légalement et vendues sur les marchés. L'extraction de la cocaïne à partir de ces feuilles a toujours été interdite en Bolivie, du moins officiellement. Mais le gouvernement du général Banzer ne veut plus renoncer au profit colossal que représente le trafic. À partir du milieu des années 1970, sous la présidence de Banzer, la production de coca destinée à la fabrication de cocaïne devient industrielle. Des millions de dollars atterrissent alors sur des comptes privés, grâce à la protection de l'État. Roberto Suárez, grand propriétaire terrien, éleveur, milliardaire et plus grand producteur de cocaïne au monde, est alors le maître du trafic de drogue en Bolivie. Michael Levin, qui travaille pour l'Agence américaine de lutte contre la drogue, la DEA, est stationné à Buenos Aires depuis 1978. Il a à ce moment-là une informatrice dans l'entourage du baron de la drogue. Lors d'un interrogatoire qui a duré plusieurs heures, elle m'a décrit toute l'organisation de Roberto Suárez. Elle disait que l'organisation en question était la plus grande au monde et que Roberto Suárez était à l'origine de 90 à 95% de la cocaïne qui circulait sur la planète. Au cours de ces entretiens, elle a parlé d'un certain Altman, à la tête du service de sécurité de l'organisation. Ce nom ne me disait rien du tout. Klaus Altman, alias Barbie, va aider Suárez à accéder au pouvoir politique, à la faveur d'un nouveau coup d'État. Les discussions préliminaires se déroulent dans un hôtel de luxe à Santa Cruz. Un ancien agent de la police et collaborateur des services secrets, travaillant pour le ministère de l'Intérieur d'Arce Gomez, est chargé de la sécurité de ces réunions secrètes en 1980. Klaus Barbie a été le cerveau du putsch. C'est lui qui s'est occupé de mettre en place les forces militaires et de gérer les services de renseignement. C'est également lui qui a recruté les étrangers. La troupe de mercenaires enrôlés par Klaus Barbie était composée d'anciens nazis, de fascistes et de terroristes. Ils s'étaient donné le nom de fiancés de la mort. Leur commandant s'appelait Joachim Fibelkorn. Joachim Fibelkorn servait d'intermédiaire entre les fiancés de la mort et le gouvernement. L'organisation avait carte blanche pour commettre tout type de délit en toute impunité. Des rackets de narcotrafiquants, des saisies de drogue, que sais-je. Joachim Fibelkorn est un ancien soldat de la Bundeswehr, membre de la Légion étrangère espagnole et mercenaire. Comme Klaus Barbie, c'est un gradé de l'armée bolivienne qui fait affaire avec le baron de la drogue. Suárez m'a dit « Écoute-moi, j'ai besoin d'un garde du corps, toi qui commandes quelques hommes, etc. » Je l'ai dit à mon capitaine et il m'a répondu « Vas-y ». Et c'est comme ça que je suis devenu le garde du corps de Suárez. Par la violence et sans jamais être inquiété par les organismes de lutte contre les drogues, Roberto Suárez parvient à créer la Coopération, l'union forcée entre les producteurs de cocaïne en Bolivie. Il s'agit du réseau de trafiquants le plus puissant au monde, et Roberto Suárez en est le monarque absolu. Sa fortune dépasse le budget de l'État bolivien. Roberto Suárez peut et veut acheter son pays. Et Klaus Barbie, l'homme de toutes les situations en Bolivie, aide à tirer les ficelles. Altman était l'intermédiaire entre Roberto et les dirigeants politiques. Je me souviens d'un jour où il est venu chez nous pour nous transmettre une invitation de García Meza pour venir à La Paz. Altman voulait que Roberto finance un coup d'État.
Roberto Suárez investit 5 millions de dollars. García Meza et Hercé Gómez réussissent leur putsch en juillet 1980. L'événement entre dans l'histoire sous l'appellation de putsch de la cocaïne. Les généraux sont peut-être les marionnettes de Suárez, mais ils empochent de beaux profits générés par la drogue. Ces généraux sont devenus les plus grands trafiquants de drogue. Ils étaient pires que Suárez lui-même. Ils se partageaient le butin entre eux. García Meza a placé je ne sais combien de millions sur des comptes en Suisse. Michael Levin et l'agence américaine de lutte contre les drogues s'avouent vaincus. Les généraux et barons de la drogue sont sous la protection des services secrets américains, la CIA, elle-même l'instigatrice du putsch. Mais je sais aujourd'hui que la CIA avait dans ses listes d'émargement les noms de tous les politiques et trafiquants de drogue boliviens. La CIA a fini par le reconnaître. L'inspecteur général Frederick Hicks a dit lors d'une audition « Oui, nous avons collaboré avec les plus hauts responsables de l'État et les trafiquants de drogue. » Des centaines de Boliviens sont assassinés. S'il n'en avait tenu qu'à Klaus Barbie, les victimes auraient pu être encore plus nombreuses. Après le putsch, tous ces gens voulaient faire un grand ménage. Ils avaient établi des listes où figuraient des intellectuels, des journalistes, des gens de gauche, qu'ils prévoyaient de liquider. Mais les militaires boliviens ont eu connaissance de ces listes, et ils ont dit « ça ne marche pas comme ça chez nous ». Pour la bonne raison que dans la petite ville de La Paz, les militaires et autres gens de droite avaient dans leur famille des gens de gauche, des journalistes ou des professeurs, et on préférait ne pas liquider sa propre famille. Klaus Barbie a été obligé de reconnaître, et c'était une des seules fois pour lui, qu'il y avait des limites aux exactions qu'il pouvait commettre. Après le putsch de la cocaïne à Santa Cruz, Roberto Suárez est à l'apogée de son pouvoir pendant 1 an. Il règne sur le pays grâce à ses milliards. Mais les puissants se montrent parfois trop sûrs d'eux. Le vent politique tourne. Les États-Unis veulent mettre un terme au trafic de drogue en Bolivie. Klaus Altman, l'homme qui tire les ficelles, apprend très tôt que les Américains sont déterminés à traquer les trafiquants de drogue. Il entre en action une dernière fois. Altman est arrivé chez moi dans tous ses états. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit « J'ai de mauvaises nouvelles, madame. Je dois en informer votre fils, car c'est très important. Les États-Unis ont envoyé une liste établie par la DEA, sur laquelle figure en tête votre mari, Roberto Suárez Gómez, suivi de votre fils. Ils vont être arrêtés et extradés vers les États-Unis. J'ai cru devenir folle. Averti, Roberto Suárez échappe à une incarcération, mais c'est la fin de la dictature sanguinaire de ses généraux. La Bolivie retrouve le chemin de la démocratie. Et en octobre 1982, Hernán Siles Suazo s'installe dans le palais présidentiel, accompagné de son ancien compagnon de lutte, Gustavo Sánchez. L'une de leurs premières actions à la tête de l'État sera de trouver un prétexte pour faire arrêter Klaus Barbie. La Bolivie veut se débarrasser du plus connu des criminels de guerre. Dans la matinée, alors qu'on était en train de tout organiser, j'ai appelé les ambassadeurs allemands et français pour les prévenir qu'on allait enlever Barbie. Et j'ai demandé à l'ambassadeur allemand vers quel pays on devrait l'envoyer. Mais la République fédérale ne veut pas de Klaus Barbie. Helmut Kohl est en pleine campagne pour la chancellerie.
Il veut à tout prix éviter le débat sur l'attitude des gouvernements allemands et la collaboration du BND avec des criminels de guerre nazis. La République fédérale refuse donc le cadeau empoisonné. Alors, on a sorti Barbie de prison et on l'a mis dans un avion pour la France. On a agi si vite et si discrètement que même les militaires n'ont rien pu faire. À part le ministre, le président et moi-même, personne n'était au courant de l'opération. Le 5 février 1983, près de 40 ans après avoir fui la France, Klaus Barbie, l'ancien boucher de Lyon, est incarcéré à la prison Montluc, l'endroit même où il a commis tant de crimes. La cavale de Klaus Barbie se termine là où elle a commencé. Il faudra attendre plus de 4 ans le début de son procès pour crime contre l'humanité. Pendant ce temps, le fidèle ami de Klaus Barbie, Alvaro de Castro, échafaude à La Paz un plan pour le faire libérer. Il envisage même d'enlever une personnalité française en Bolivie. En Allemagne, l'Office fédéral de protection de la Constitution note que des néo-nazis allemands, comme Michael Kühnen, planifient des actions pour faire évader leur idole. L'éditeur allemand d'extrême droite, Gerhard Frey, participe financièrement à ces préparatifs et défend activement Klaus Barbie. Lui aussi est sous la surveillance de l'Office fédéral de protection de la Constitution. Mais Michael Kühnen est arrêté et jugé pour d'autres délits avant de pouvoir mettre à exécution les actions qu'il a théâtralement annoncées. L'Office fédéral de protection de la Constitution note alors qu'un nouvel exil s'offre déjà aux prisonniers. Un certain docteur Georg Fischer se déclare prêt à accueillir Klaus Barbie. Cet individu n'est autre qu'Alois Brunner, l'ancien adjoint d'Eichmann, réfugié en Syrie. Finalement, aucun de ces projets ne verra le jour, et Klaus Barbie restera dans sa cellule à Lyon. Le 4 juillet 1987, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Le boucher de Lyon a été embauché après 1945 par des services secrets occidentaux, dont le BND, qui l'ont activement protégé de poursuites pénales. Tout le monde prétendait ignorer le passé nazi de Klaus Barbie. Ce n'est que 60 ans après la fin de la guerre que le gouvernement allemand se voit contraint de reconnaître sa collaboration avec le criminel de guerre. Quant à Klaus Barbie, il s'apitoie sur son sort jusqu'au bout et n'exprime aucun regret. Jamais je n'aurais imaginé devoir écrire ces lignes dans une prison à Lyon. J'ai été transféré ici de force et sans aucun respect du droit, près de 2 mois après le décès de mon épouse. J'ai travaillé, nourri ma famille, payé des études à mes enfants et j'ai servi la Bolivie avec efficacité dans le cadre de mes compétences. On a mis fin à mes activités. On m'a expulsé illégalement du pays pour des raisons purement politiques liées aux conséquences de la défaite. Des motifs qui n'ont rien à voir avec ma personne et remontent à présent à 40 ans.